Je vous remercie. Je remercie la SFAR de cette invitation et je remercie également l'ISICM, dont je fais partie depuis maintenant très longtemps, parce qu'il me semble que ça fait désormais 5 ans que je fais partie de la société européenne, avant même de faire partie de la SFAR finalement. Et j'y ai trouvé là-bas de la formation, de l'expertise, et ensuite surtout une communauté, puisque je fais partie du groupe Next, qui est comme l'équivalent de la SFAR jeune à l'ESICM, et ce depuis longtemps. Donc je suis vraiment ravie de faire cette présentation aujourd'hui, à double titre, parce que donc c'est une session commune SFAR-ESICM. Et en plus, on va parler du SOFA. Et en effet, le professeur Azoulay l'a dit, je fais partie du groupe de la Task Force qui avait pour mission de mettre à jour le SOFA Score, donc de passer du SOFA Score 1.0 au 2.0. Et j'avais dans l'intention initialement de vous présenter en effet des résultats préliminaires, de vous décrire vraiment le travail qu'on a fait. Sauf que j'ai découvert un petit peu à mes dépens, mais bon, c'est le jeu, qu'il y avait un embargo sur les nouvelles données et qu'on devait absolument rester secret justement au congrès de l'ESICM à Barcelone. Donc je vous invite tous à aller à ce congrès à Barcelone où vous aurez la primeur des résultats. En attendant, je vais faire le modeste travail de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut mettre le SOFAScore à jour en dissertant un petit peu et discutant avec vous du SOFAScore 1.0. Je tiens à rendre hommage au professeur Mervyn Singer qui a largement contribué à ce topo, puisqu'il fallait quand même qu'il garde un œil, que je reste politiquement correcte et que je divulgage pas des résultats. Donc il a largement participé à la réalisation de ce topo. Donc pour rappel, c'était supposé être en anglais. Donc excusez les diapos qui sont complètement rédigés en anglais. Donc en 1996, le SOFAScore a été publié donc, par un groupe, comme disait Marc, un groupe d'amis finalement, de scientifiques certes, qui se sont retrouvés autour d'une table et qui ont essayé de définir un score dont l'objectif était de décrire les dysfonctions d'organes. Les dysfonctions d'organes, oui, mais initialement, c'était que dans le sepsis, contrairement à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, c'était en 1996. Et depuis 1996, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses en général, mais particulièrement en réanimation, parce que notre spécialité est relativement jeune et surtout très dynamique. Et il est probablement temps de le mettre à jour. Donc je vous remets rapidement le SOFA 1.0. Donc pour rappel, c'est divisé en différents systèmes en fonction des organes. Donc il y a 6 organes qui sont classés en sous-scores en fonction de leur sévérité, donc de 1 à 4 en fonction du degré de sévérité. Et tout de suite, on voit un des éléments que l'on pourrait mettre à jour, si on suit un petit peu les dernières évolutions, particulièrement les évolutions dans la définition du SDR1, on sait que désormais, on peut probablement utiliser la saturation en oxygène comme un surrogate de la PaO2, et donc on pourrait se poser la question de introduire dans le SOFAScore le rapport, au lieu d'introduire le rapport P sur F, introduire plutôt le rapport saturation sur FiO2. De la même façon, si on reste dans l'organe respiratoire, le terme respiratory support est relativement flou dans le SOFAScore 1.0. Que fait-on du non-invasif? Est-ce qu'on doit le scorer? Que fait-on de l'optiflow, donc du haut débit nasal? De l'ECMO? Est-ce que l'ECMO a sa place dans le SOFAScore? Probablement que oui, puisque c'est un marqueur de sévérité quand même de l'atteinte d'organes, et pour l'instant, elle n'y est pas. Dans le foie, on sait que l'hyperbilirubinémie est retardée par rapport aux autres atteintes d'organes, aux autres dysfonctions. Dans le système cardiovasculaire, se pose la problématique de l'utilisation de la dopamine, puisque à chaque fois que nous, on remplit le SOFAScore, on ne fait jamais attention à la dopamine, puisqu'on ne l'utilise plus du tout dans nos contrées, disons, dans les pays développés, ce qui n'est pas le cas probablement dans les pays sous-développés, où ça reste encore très utilisé. Et qu'en est-il des nouvelles options? Notamment de la vasopressine qui n'est pas mentionnée dans le SOFAScore, ou du lévosimendan ou d'autres inotropes. De la même façon que dans le respiratory, que fait-on de l'ECMO et que fait-on des
VAD, donc des Ventricular Assist Device. Dans le rein, il n'y a pas du tout de place pour la dialyse, l'épuration extra-rénale. Et dans le Glasgow, on n'a pas du tout mention de la sédation. Donc, dans le Glasgow, vous savez que les recommandations pour évaluer le SOFA score, c'est d'imaginer le Glasgow qu'aurait notre patient s'il n'était pas sédaté. Ce qui est des assumptions qui peuvent être complètement fausses, notamment, particulièrement chez les patients traumatisés crâniens. Et finalement, dans le SOFA score, il n'y a pas du tout de mention de la dysfonction d'organes chroniques. Qu'est-ce qu'on fait chez un patient qui est déjà sous oxygène à domicile? Qu'est-ce qu'on fait chez un patient qui est déjà dialysé de manière chronique? Ou chez un patient qui est déjà malheureusement neurolysé? Et enfin, est-ce que les breakpoints, donc est-ce que les cut-offs qu'on a utilisés pour le SOFA score sont appropriés? Eh bien, alors, on va reprendre ensemble les principes de ce que c'est que le SOFA score. Donc, initialement, le SOFA score a été développé dans l'idée de mesurer la dysfonction d'organes. Donc, c'est censé être un continuum et censé décrire une dysfonction d'organe et son évolution dans le temps, plutôt que de décrire si la dysfonction d'organe est présente ou absente. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de l'évaluer sur une échelle. Donc, on l'a dit, le facteur temps est important, puisqu'on sait que la dysfonction d'organes évolue dans le temps, ce n'est pas un événement figé. Donc, il faut pouvoir le répéter tous les jours, si besoin, pour évaluer la fonction et la dysfonction d'organes de nos patients. Et il faudrait également que ce score-là soit simple à réaliser, puisqu'il faut qu'il soit réalisable dans toutes les parties du monde, y compris les pays en voie de développement, y compris dans les endroits où on est en ressources un petit peu limitées, comme par exemple le préhospitalier. Donc, actuellement, le SOFA score 1.0 est objectif, il est simple, il est quand même réalisable de manière régulière dans chaque institution. On va le voir, il y a la bilirubine qui parfois peut être un peu plus difficile à recueillir dans les pays en voie de développement. En revanche, on a dichotomisé des variables en prenant des cut-offs qui sont un petit peu arbitraires. Donc probablement que ça, il faudra le remettre en question pour le SOFA score 2.0. Et en revanche, c'est supposé être complètement indépendant des interventions thérapeutiques, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc le SOFA score actuellement évalue la morbidité. C'est un score descriptif, donc on décrit les dysfonctions d'organes, on ne prédit pas ni la dysfonction d'organes ni la mortalité comparé aux autres scores. Donc il est simple, on l'a dit, et on peut l'obtenir tous les jours. Donc initialement, le SOFA score a été développé pour décrire la dysfonction d'organes et non pas pour décrire la mortalité, ni pour la prédire. Mais on sait que les dysfonctions d'organes sont associées à la mortalité, et donc au moment où il a été publié, il a été testé contre des bases de données et on a montré que finalement, il y avait une association entre le SOFA score et la mortalité. Une association qui est linéaire dans les organes donc respiratoires, cérébrales et rénales, un peu moins linéaire tout de même dans l'atteinte hépatique. Clairement, moins linéaire, disproportionnée et avec une distribution des malades hétérogènes dans le sous-groupe coagulation et le sous-groupe cardiovasculaire. En 1999, le même groupe de travail de SOFA score a testé finalement le SOFA score contre des bases de données de patients tout venant, pas forcément de patients qui étaient hospitalisés pour sepsis. Et ils ont transformé le SOFA score en séquentiel plutôt qu'en sepsis organ failure assessment. Donc ça a été testé contre différentes bases. Et de la même façon, on obtient une association avec la mortalité. Et donc plus on augmente, plus le score de SOFA augmente, plus la mortalité augmente. De la même façon, chez les patients non septiques, il y a une distribution qui est non linéaire dans la plupart des organes, des sous-groupes d'organes, notamment dans, à nouveau, le foie, à nouveau, le cardiovasculaire avec une répartition des malades qui est non homogène.
La distribution dans le temps est pas homogène non plus, elle est variable, avec une atteinte hépatique qui est souvent retardée par rapport à tous les autres organes. Et donc depuis 1999, même depuis 1987, finalement, il y a un nombre de publications qui augmente en rapport avec le SOFA-score, avec un pic, on observe, en 2016, qui est lié à la publication des nouvelles définitions sepsis 3, qui définissent finalement le sepsis en fonction du score SOFA. Et ce score SOFA a été comparé donc, aux critères CIRS qui étaient utilisés auparavant et également au Quick SOFA. Et c'est le meilleur score. Donc le SOFA est bien meilleur que le CIRS pour démontrer une association avec la mortalité. Alors, est-ce que c'est vrai partout dans le monde? Eh bien, il y a plusieurs études des pays en voie de développement qui ont montré également une association avec la mortalité. On vous a mis ici une étude au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande qui rapporte qu'il y a une association avec la mortalité. Donc, plus le score de SOFA augmente, plus la mortalité augmente. En revanche, les proportions ne sont pas du tout les mêmes quand on les compare à nos pays, à nous, puisqu'on observe qu'un SOFA score à 3-4 dans ces pays asiatiques entraîne une mortalité aux alentours de 20%, alors qu'elle est clairement plus aux alentours de 10% pour chez nous. Et de la même façon, un score à 5-6 entraîne une mortalité très élevée, supérieure à 25% dans ces pays asiatiques, contre moins de 20% chez nous. Donc il est probablement temps, en effet, on en a fait la démonstration, de changer le SOFA score. Donc en 2023, un steering committee s'est réuni, donc c'est probablement les mêmes auteurs qu'avant. Et ils ont décidé de mettre à jour le SOFA score en maintenant du coup sa composante principale et ses critères principaux, qui sont qu'il fallait qu'il soit simple, qu'on puisse l'utiliser en routine, qu'il puisse être mesuré de manière quotidienne et que ça reste descriptif et non prédictif. Donc les questions qu'on s'est posées au tout début, c'était est-ce qu'il fallait changer les variables, notamment en rajouter. On en a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il faut rajouter le rapport saturation sur FiO2, est-ce qu'il faut rajouter la ventilation non invasive, l'oxygénation au débit, la dialyse et les différents vasopresseurs et inotropes. Qu'est-ce qu'il faut faire de la dysfonction chronique? Est-ce qu'on doit rajouter de nouveaux organes? Ça a été, je peux vous le dire, un grand sujet de débat au sein de la task force. Faut-il rajouter l'organe immunité? Faut-il rajouter l'organe gastro-intestinal? Le débat n'est pas clos, sachant qu'on est supposé présenter les résultats en octobre. Ce n'est pas encore décidé. Est-ce qu'on garde les mêmes breakpoints pour tous les organes ou est-ce qu'on les change? Et surtout, la question, vu qu'on a vu que la répartition n'était pas homogène entre les différents organes, est-ce qu'on doit mettre un système de pondération entre les différents organes? Est-ce que, je ne sais pas, le cerveau doit peser plus lourd que le foie? Donc très rapidement, le steering committee a réuni autour de lui différents groupes, finalement, avec un groupe de méthodologistes dont le travail était de tester à chaque fois nos hypothèses. Donc on a généré des hypothèses. Par exemple, on a généré des changements de breakpoint, on a généré des ajouts d'organes au score. Et à chaque fois, les méthodologistes, leur travail, c'était d'aller donc tester nos hypothèses contre des databases de milliers de patients internationales. Et donc ces hypothèses-là étaient générées par les différents groupes que vous voyez ici. Moi, je faisais partie du groupe cardiovasculaire et du groupe coagulation. Dans chaque groupe, il y avait un chef et il y avait 5 à 6 membres qui étaient supposés représenter à la fois une diversité de genre et une diversité de pays géographiques, disons. Et à chaque fois, il y avait un systematic review expert. Donc moi, j'étais un des experts de systematic review pour cardiovasculaire et coagulation.
Il y a eu un Delphi process qui est toujours en cours, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous proposait les suggestions qui avaient été faites par les différents groupes. On faisait des revues systématiques de la littérature, on répétait le Delphi process avec les résultats de la systematic review. Et ensuite, une fois qu'on avait des hypothèses générées de manière sérieuse, là, ils allaient tester, les méthodologistes, interroger les databases avec ces milliers de patients internationaux. Et donc, on est supposé quand même vous présenter les résultats en octobre 2024. Évidemment, il y aura d'autres études de validation. Voilà, donc rapidement, en résumé, en take-home message, on a vraiment besoin d'un update, parce que ça fait désormais presque 30 ans. On a besoin d'un update sérieux, donc ça nous a pris plus d'1 an, et je pense qu'on est bientôt parti pour finir la 2e année. Donc on est obligé d'avoir une méthodologie sérieuse, avec des Delphi Review Round, des Systematic Review pour chaque organe, une validation sur des databases, et ensuite, secondairement, une validation externe. Mais on doit garder le score pragmatique en utilisant des concepts pragmatiques, parce qu'il faut que, on l'a répété plusieurs fois dans ce topo, il faut que ce soit utilisable partout, tout le temps et sans cesse. Donc les questions qui restent en suspens pour l'instant, c'est est-ce qu'il faut rajouter des organes? Donc est-ce qu'il faut rajouter immunité et gastro-intestinale? Les cut-offs ne sont pas non plus complètement définis, il nous reste encore quelques mois de travail. Et ensuite, que faire de la dysfonction d'organes chroniques? Voilà, je vous remercie.